Bonjour Elsa, bonjour à tous. Samedi, marquait le 80e anniversaire de l'arrestation à Nice, par deux agents de la Gestapo, de ma grand-mère Simone Veil, le 30 mars 1944. Celle qui se nommait encore Simone Jacob avait passé la veille les examens écrits du baccalauréat, organisés par anticipation dans la crainte du débarquement allié. Alors qu'elle marche dans la rue, les policiers nazis qui contrôlent ses papiers constatent qu'ils sont faux. L'ami qu'elle charge de prévenir sa famille est suivi, sa mère Yvonne, son frère Jean et sa grande sœur Milou, cachés en des endroits différents mais exceptionnellement réunis par un tragique concours de circonstances, sont arrêtés à leur tour et conduits avec elle à l'hôtel Excelsior, où sont contenus les commandos d'Aloïs Brunner, l'officier SS chargé de traquer les Juifs de la région. Simone Veil est née à Nice en 1927. Dès les années 1930, la famille Jacob recueille des réfugiés juifs fuyant les persécutions en Allemagne. Elle a donc très tôt conscience de la nature et du danger du nazisme. En octobre 1940, malgré leur appartenance à la nation française depuis des générations, les Jacobs sont frappés de plein fouet par la législation antisémite du gouvernement Pétain. Le statut des Juifs interdit à André, le père de Simone, d'exercer son métier d'architecte. Les privations commencent. En novembre 1942, quand les Alliés débarquent en Afrique du Nord, les nazis envahissent la zone non occupée. Nice, comme toute la rive gauche du Rhône, les Alpes et la Côte d'Azur deviennent zone d'occupation italienne. Les Italiens mènent une politique de discrimination raciale, mais à la différence des Allemands, celle-ci ne s'accompagne pas de violences physiques et de déportations. Jusqu'en septembre 1943, et la chute de Mussolini suivie d'un armistice, signé avec les Alliés, la zone d'occupation italienne est une sorte de zone refuge pour les Juifs persécutés. Le changement, à l'automne 1943, n'en est que plus violent. La région devient une souricière pour nombre de réfugiés. Après quelques jours à l'hôtel Excelsior, la famille Jacob est internée à Drancy, principal lieu de transit des Juifs de France avant leur déportation vers les centres de mise à mort de Birkenau et Sobibor. Simone ignore encore tout de ce qui l'attend en Pologne, quand le 13 avril s'ébranle le convoi 71, où elle a été jetée dans un wagon à bestiaux avec sa mère et sa sœur. Dans son autobiographie Une vie, elle raconte: le voyage a duré 2 jours et demi, du 13 avril à l'aube au 15 au soir à Auschwitz-Birkenau. C'est une des dates que je n'oublierai jamais, avec le 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France le 23 mai 1945. Elle constitue les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78-651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. Sur les 1500 juifs de France du convoi 71, 1240 sont assassinés dans les chambres à gaz dès leur arrivée, dont 34 parmi les 44 enfants arrêtés à la maison d'Isieux par Klaus Barbie le 6 avril. Seuls 165 hommes et 91 femmes sont sélectionnés pour entrer dans le camp, dont Simone, Yvonne et Milou, qui sont tondus et tatoués avant d'être expédiés au sous-camp de Monowitz pour y effectuer des travaux forcés. Le 18 janvier 1945, devant l'avancée de l'armée rouge, les nazis évacuent Auschwitz. Les marches de la mort conduisent par un froid glacial les déportés survivants sur des dizaines de kilomètres à pied et d'entrer plein dans des trains à plateforme ouverte à Gleiwitz, Dora et Bergen-Belsen, où c'était en mars 1945, Yvonne, la mère de Simone qu'elle adorait plus que tout. 1 an exactement après l'arrivée à Auschwitz, le 15 avril 1945, le camp de Bergen-Belsen est libéré par les Anglais. À son retour en France, Simone est confrontée à l'attente vaine des disparus. Le sort exact de son père André et de son frère Jean, déportés avec 900 Français en Lituanie par le convoi 73 le 15 mai 1944, ne sera connu que dans les années 1970. Elle est aussi confrontée au refus de la population d'entendre les survivants. Il faudra plus de 30 ans pour que les déportés raciaux soient enfin écoutés. Samedi prochain, 13 avril, je me rendrai au mémorial de la Shoah, participer à la lecture des noms des 1500 Juifs de France déportés vers la mort par le convoi 71. Je penserai ce jour-là à ces mots en forme de testament, laissés par ma grand-mère sur son attachement à la France et le sens de sa judéité. Née et élevée au sein d'une famille française de longue date,
J'étais française sans me poser de questions. Mais être juive, qu'est-ce que cela signifie pour moi comme pour mes parents? Dès lors qu'agnostique, la religion était totalement absente de notre foyer familial. De mon père, j'ai surtout retenu que son appartenance à la judéité était liée au savoir et à la culture, que les Juifs ont acquis au fil des siècles, en des temps où fort peu y avaient accès. Ils étaient demeurés le peuple du livre, quelles que soient les persécutions, les misères et l'errance. Pour ma mère, il s'agissait davantage d'un attachement aux valeurs, pour lesquelles au long de leur longue et tragique histoire, les Juifs n'avaient cessé de lutter. La tolérance, le respect des droits de chacun et de toutes les identités, la solidarité. Tous deux sont morts en déportation, me laissant pour seul héritage ces valeurs humanistes, que pour eux le judaïsme incarnait. De cet héritage, il ne m'est pas possible de dissocier le souvenir sans cesse présent, obsédant même des 6 millions de juifs exterminés pour la seule raison qu'ils étaient juifs. 6 millions, dont furent mes parents, mon frère et nombre de mes proches. Je ne peux me séparer d'eux. Cela suffit pour que jusqu'à ma mort ma judéité soit imprescriptible. Le Kaddish sera dit sur ma tombe.